avec Marceau. Radio X. ChristianPage.ca, l'enquêteur du paranormal est avec nous. Il est au bout du fil. Salut, cher Christian. Salut, Yannick. Est-ce que tu profites du beau temps avec tes belles bagnoles rutilantes? J'en ai un peu profité quand même. Oui, le décapotable? J'ai du travail à faire, fait que, bon, évidemment, je vais me concentrer sur le travail, mais j'avoue que ce week-end, en particulier, je crois que c'est dimanche, on avait vraiment une journée magnifique. Ouais. Alors, écoute, je sais pas comment c'était à Québec, mais ici, c'était un ciel dégagé, un soleil radieux. Écoute, fait que j'ai sorti c'est une fois n'est pas coutume, mais là, cette fois-là, j'ai abandonné ma Camaro, puis j'ai sorti ma décapotable pour aller me promener un peu, tu sais. Ah, tu t'es gâté. Ben, profites-en, Caroline. Mais oui, la température était, écoute, ça ressent, au niveau, là, du soleil et des nuages, c'est souvent la même affaire. La seule différence qu'il y a entre Montréal et Québec pour ce qui est de la température, c'est le vent. Nous autres, on a un vent de travers là, épouvantable qui fait en sorte que tu gèles des fois puis il fait super beau à l'extérieur. Oui, ça j'ai remarqué à quelques reprises, là, je suis parti de Montréal, il faisait beau, chaud. Puis quand je suis arrivé à Québec, ben effectivement, je sais pas, c'est curieux parce que pourtant Montréal et Québec, ce sont deux villes qui sont construites sur les abords du fleuve. Oui, mais c'est le fleuve qui est rétrécit rendu à Québec, fait que ça fait accélérer le vent. Ouais, c'est ça. J'arrivais à Québec, je disais, on sent qu'il y a un petit 2-3 degrés de moins, là, quand même. Tu sais, là. Ouais. Plus le vent, donc, effectivement, on le sentait bien. Mais toi, t'es à 250 km, mais mettons que tu vas à Saint-Georges-de-Beauce, là, des fois, il y a 5 degrés de différence avec Québec. Wow. Puis, c'est peut-être 1 heure et quart. À Saint-Georges-de-Beauce, c'est un peu plus au sud, là. 5 degrés, mais là, il n'y a pas de vent, là. C'est ce qui fait la différence, c'est que le soleil tape, puis bref. À un moment donné, il y a des plus puis des moins un peu partout. Oui, c'est sûr. Conférence de Christian Page à la fin du mois. Tu vas nous parler des grandes énigmes de l'histoire. Je voulais savoir, est-ce qu'il reste des billets? Oui, il reste encore des places. Alors, les gens peuvent se réserver la leur en allant sur mon site web, le www.christianpage.ca. Et la thématique, ça sera présenté d'abord à l'Université Laval, au pavillon Charles de Coninck. Et la thématique sera, comme tu l'as mentionné, les grandes énigmes de l'histoire. Et ça porte aussi en suffixe deuxième partie, mais en fait, c'est simplement que j'aborde des énigmes historiques. C'est la deuxième conférence que je fais un peu dans cette foulée-là, donc d'aborder des grandes énigmes historiques sur lesquelles je me suis penché. Parce que, tout le monde me connaît, bien sûr, pour mon intérêt pour le paranormal. Mais l'un de mes grands attraits, c'est l'histoire, et particulièrement les énigmes de l'histoire. Et donc, dans une première conférence, j'avais présenté 6 grandes énigmes de l'histoire. Et là, j'y vais avec 6 nouvelles énigmes qui n'ont pas de lien avec les énigmes que j'avais présentées lors de la conférence précédente. Alors, les gens se sentiront pas là un peu perdus s'ils n'ont pas assisté à la, disons, première partie. OK. Donc, c'est à l'Université Laval le samedi 26 mai à 19h30. ChristianPage.ca pour plus de détails. En plein ça. On parle du roi David. Oui, le roi David. Écoute, c'est assez amusant parce que lorsque cette nouvelle-là est sortie, et j'en ai parlé un peu autour de moi, j'avais l'impression que les gens il y a comme des espèces d'acquis dans l'histoire, hein. C'est-à-dire que si je te parle de Jésus, évidemment, les gens qui nous écoutent diront, Jésus, il a existé, là, même si on n'est pas sûr que c'est le Fils de Dieu ou non, là, tu sais, là, c'est une question de foi et de croyance. Mais tu sais, Jésus, c'est un personnage historique. Alors que dans la réalité, les historiens ne s'entendent pas sur l'existence du personnage, hein. Il y a des historiens qui débattent, est-ce que oui ou non, Jésus a réellement existé? Et c'est également vrai pour d'autres grands personnages bibliques, hein, on a un peu comme des tendances à accepter l'historicité de ces personnages-là, mais c'est loin d'être fait. Qu'on pense par exemple à Noé, bien sûr, là évidemment on peut en douter, mais on prend par exemple Moïse. Moïse, dit-on, est l'auteur de plusieurs livres dans la Torah, hein, au moins 3 livres dans la Torah sont attribués à Moïse. Et en particulier l'Exode, hein, il est écrit comme s'il écrivait à la première personne, hein, je fais ceci, je fais cela. Donc on a l'impression que c'est Moïse qui écrit ça, alors que dans le fond, les textes ont été écrits quelques 800 ans après l'époque où se situe l'histoire. Donc Moïse ne peut pas être l'auteur des textes, même si l'auteur écrit à la première personne. Qui plus
plus est, les historiens remettent en question l'existence de Moïse. Il n'y a rien qui prouve que ce personnage-là existait. Et qui plus est, historiquement parlant, il n'y a pas eu d'exode du peuple hébreu d'Égypte, comme c'est raconté dans la Bible. Il n'y a pas eu d'occupation du Sinaï, comme c'est raconté non plus dans la Bible. Pendant 40 ans, ces 200 000 Hébreux là, errant dans le Sinaï, ça aurait laissé des traces. Or, on n'a pas ces traces-là. Il n'y a pas eu d'occupation massive dans le Sinaï, si ce n'est quelques petites peuplades là, qui ont occupé pendant certaines périodes des endroits du Sinaï, mais ce sont vraiment des communautés nomades. Et c'est le cas également avec le roi David. David, c'est le David et Goliath de l'Ancien Testament. Et David, c'est bien sûr le père aussi du roi Salomon. Et on a une tendance à croire que ces personnages-là, comme Moïse, comme Jésus, comme si l'histoire avait accepté ces personnages-là sans preuve à l'appui. Or, c'est très débattu cette question-là. Est-ce que ces personnages-là ont existé? Et là, voilà qu'à chaque fois que la recherche archéologique apporte un élément supplémentaire, bien évidemment, les gens qui sont des adeptes, qui sont des croyants, les fidèles, que ce soit des gens qui sont d'obédience hébraïque ou d'obédience catholique, bien évidemment, dès les archéologues arrivent avec une preuve qui confirme l'historicité d'un événement rapporté dans la Bible, bien évidemment, ces gens-là jubilent. Et là, ils ont de quoi jubiler, parce qu'effectivement, des archéologues viennent de mettre à jour, près des collines d'Hébron, là on est au sud de Jérusalem, ils ont mis à jour une ville relativement importante, donc les ruines d'une ville importante, et les archéologues croient qu'il pourrait s'agir de la ville d'Églon. Or, cette ville d'Églon est assez mystérieuse, elle est mentionnée dans l'Ancien Testament, elle a fait partie d'un groupe de 5 villes qui se sont à un moment donné, qui se sont alliées entre elles pour s'opposer aux Hébreux. Et puis éventuellement, elles ont été conquises et elles ont rejoint le grand giron du roi David. Et là, la grande question, c'est le fait que quand on regarde cette communauté, cette ville d'Hébron, ce que l'on constate en regardant l'architecture, parce qu'on est dans une région qui est plutôt ce que les historiens appellent la région sud de la Palestine, et on retrouve dans cette région sud, dans les constructions de ces ruines, on retrouve des éléments architecturaux qui sont visiblement empruntés de la région du Nord, là où régnait le roi David et plus tard son fils Salomon. Et ce que l'on constate, c'est que ces emprunts-là montrent une unification des territoires du Nord et des territoires du Sud. Et cette unification ne s'est faite que sous, entre guillemets, la légende du roi David. Oh. Donc, tu comprends, tout ça peut paraître très compliqué pour les gens qui ne sont pas des spécialistes de l'histoire, mais disons en résumé qu'il y a dans cette découverte archéologique des éléments qui viennent donner foi à ce royaume du roi David qui aurait réussi à unifier les territoires du nord et du sud de la Palestine. Donc cette ville d'Églon était peut-être l'échelon qui manquait pour venir confirmer l'existence du roi David. Il faut quand même dire qu'il y a quelques années, on avait trouvé une petite tablette d'argile, parce qu'il faut redonner, je veux dire, à César ce qui est à César, mais ici à David ce qui est à David. On avait trouvé une petite tablette d'argile sur laquelle était mentionné le nom du roi David, en fait, le royaume du roi David. Donc, on avait déjà une petite tablette d'argile qui semblait évoquer le personnage, et là, voilà que cette nouvelle découverte de la ville, entre guillemets, possiblement d'Églon, vient ajouter à cette confirmation historique, biblico-historique, disons, que le roi David aurait été un véritable personnage de l'histoire. Mais c'est fascinant. Quand on entend parler de ces histoires-là, puis tu me parlais de Moïse tout à l'heure, son histoire aurait été écrite 800 ans plus tard à la première personne du singulier. Ouais. Comment l'information se transmettait dans ce temps-là? Bon, on comprend que les apôtres, ils écrivaient, mais est-ce qu'encore aujourd'hui, on a des preuves de leurs écrits, une feuille de papier là, physiquement, là, je sais pas moi, à Rome, dans un endroit fermé, où on peut dire, ça c'est Pierre qui écrit ça? Tu abordes une question, Yannick, qui est tout à fait fascinante. On pourrait faire des séries complètes là-dessus. D'abord, tu mentionnes, on sait que les apôtres écrivaient. En fait, les apôtres, je vais sûrement t'apprendre quelque chose, là. Les apôtres n'ont pas écrit le Nouveau Testament. Les apôtres, Pierre, c'est-à-dire Jean, Luc, Marc et Matthieu, là, ils n'ont pas existé, ces gars-là, là.
Non. Et quand on prend l'Évangile, c'est l'Évangile selon Matthieu, l'Évangile selon Marc, selon Luc, selon Jean. Ces personnages-là n'ont pas existé en tant qu'auteurs des textes. Il faut savoir que les textes du Nouveau Testament, là, ce sont des textes, ce sont des dizaines et des dizaines de textes qui ont été réunis, des centaines en fait de textes qui ont été réunis, et que ces textes-là ont été écrits par plusieurs sources qu'on n'identifie pas. On ne sait pas qui a écrit le texte. Donc dire ça c'est l'Évangile selon Matthieu, c'est l'Évangile selon Marc, ça c'est on s'est donné ces références-là. On m'a menti à l'école, hein? Tu savais, Christian? Donc, on s'est donné ces références-là pour, disons, cataloguer les textes. On s'est dit, bon, les textes qui parlent, tous les textes bibliques, parce qu'on en avait beaucoup, là, hein, et aux alentours de l'an 300, 320 à peu près, il y a eu ce qu'on a appelé le Concile de Nicée, et là, on a pris tous les textes religieux qu'on avait, on en avait des centaines. Puis on s'est dit, OK, il faut déterminer, on peut pas avoir chez soi toutes les copies de ces textes-là qui sont énormes. Il faudra faire un tri. Donc, on a trié ces textes-là, puis on a gardé les plus importants, les plus conséquents. On les a réunis selon des règles qu'on s'était données. Donc, je fais un peu simpliste, là, mais on avait des textes on a dit, ça, ce sont des textes qui parlent de la vie, mettons, spirituelle de Jésus. OK, ça va être notre groupe A. Ensuite, on aura ceux qui parlent de la vie de Jésus, mais sa vie terrestre, sa vie d'homme. Ça, ce sera notre groupe B. Ensuite, le message de Jésus, le groupe C. Ensuite, la philosophie derrière le christianisme, ce sera notre groupe D. Donc, on a séparé les textes de cette manière-là. Et pour les différencier, on lui a donné les appellations, l'Évangile selon Marc, selon Luc, selon Jean et selon Matthieu. Mais c'est pas sûr, il n'y a pas un Matthieu, l'apôtre Matthieu ne s'est pas assis pour écrire l'Évangile selon Matthieu. Luc s'est pas écrit pour écrire l'Évangile selon Luc, tu comprends-tu? Oui. On les avait simplement réunis. On croit que de tous ces textes-là, on croit que le seul qui a probablement écrit une partie des textes pourrait être l'Évangile selon Jean. Donc Jean a sûrement côtoyé Jésus et il est possible qu'il soit un peu l'auteur de ces textes-là. Mais il faut savoir que les textes de la Bible, du Nouveau Testament, ce sont des textes qui sont relativement tardifs. Ouais. Ils commencent à être écrits aux alentours de l'an 60 après Jésus-Christ. Donc on a 30 ans entre la mort de Jésus et le moment où on écrit ces premiers textes-là. On a à peu près 25 ou 30 ans de tradition orale. C'est exactement ce qui va arriver avec Moïse. Les textes qui vont parler de Moïse, ces textes-là sont écrits à peu près 12-13 siècles avant Jésus-Christ. Hein. Les premiers textes là, sont écrits à peu près à cette époque-là. Or, à ce moment-là, les événements que décrit Moïse, que l'auteur qui se présente comme Moïse, les événements qu'il décrit, sont déjà vieux de 8 ou 900 ans, là. Ça veut donc dire que ces événements-là sont très antérieurs, et là, on a 800 ans à peu près de tradition orale. Chez les peuples israélites, chez les peuples hébreux, on avait donc cette longue tradition orale qui va perdurer. Donc, on se raconte ces histoires-là, puis on va se les raconter comme ça pendant 700-800 ans avant qu'on commence à les écrire. Là, évidemment, tu comprendras qu'on a beaucoup déformé l'événement lui-même. Peut-être que Moïse a réellement existé, mais peut-être était-il simplement un petit chef de tribu nomade qui vivait dans le Sinaï, et 800 ans plus tard, on en a fait une espèce de messie, l'agneau de Dieu. Tu comprends-tu? On en a fait un prophète extraordinaire, le porte-parole de Dieu, le libérateur du peuple israélite. Évidemment, on déforme. On a 800 ans de tradition orale. Ouais. Donc, il y a un énorme travail qui se fait autour de ça. Et souvent, évidemment, ces événements-là ne sont pas supportés par des preuves archéologiques, comme c'est le cas, par exemple, de Jésus. Hein? Si on regarde en dehors des textes de l'Évangile, des textes religieux, il n'existe aucune source laïque qui parle ouvertement ou longuement de Jésus. On n'en a pas. Il n'y a aucun document qui parle de ça. Mais faut quand même être conscient qu'on a quand même 80% des textes de l'Antiquité qui ont été détruits. Ils ont été détruits soit dans des incendies, dans des inondations, soit par des pillages. Donc, il y a énormément de textes qui ont disparu. Mais de toutes les sources, en dehors des textes religieux, on a 4 sources laïques que l'on connaît
qui évoque un peu par la bande Jésus. 3 de ces textes nous parlent des chrétiens. Il ne parle pas de Jésus, il parle des chrétiens. Il dit, voilà, il y a cette communauté de gens, les chrétiens, qui se réclament d'un martyr. Donc, c'est vague, mais on voit qu'il y a cette naissance-là du mouvement chrétien. Il est reconnu, puis on en parle dans au moins 3 textes laïques. Et le 4e texte, peut-être le plus important, est écrit par un type qui s'appelle Flavius Joseph, qui est un peu l'historien du peuple hébreu, et peuple juif, pardon. Et Flavius Joseph, lui, est un petit peu plus explicite. Dans un document, il écrit qu'il y a un groupe de gens à Jérusalem là, qui s'opposent un peu au pouvoir. Ce sont des chrétiens, et ils se réclament d'un prophète du nom de Jésus qui aurait été exécuté sous Pilate. Donc lui, il est un peu plus précis. Il mentionne nommément le personnage, mais c'est vraiment là, très, très, très ténu quand on regarde l'importance que le personnage a dans l'histoire. Là, le personnage de Jésus, bien sûr. On a très peu de choses pour soutenir son historicité sur le plan archéologique. Christian, j'ai une pensée ce soir, puis je pense que tu vas te joindre à moi. J'ai une pensée ce soir pour les Luc, les Marc et les Matthieu qui ont eu des parents catholiques puis qui ont choisi le nom de leurs enfants selon leur éducation qu'ils ont eue quand ils étaient jeunes, en disant, mais Luc, c'est très beau, c'est un apôtre. Jean, c'est très beau, c'est un apôtre. Ouais, mais bon, c'est ça. C'était des apôtres, mais ces gens-là n'ont pas côtoyé, parce que ces personnages-là ont existé réellement. Là, ces gens-là étaient ou des apôtres, disons de la première mouture, avec les apôtres qui ont accompagné Jésus, ou bien ils sont des gens qui ont été dans la suite, qui rapidement se sont joints après la mort de Jésus, se sont joints au mouvement messianique là, qui se développait, là, donc le message de Jésus. Ils ont rejoint les apôtres et ont commencé eux aussi à répandre la bonne nouvelle, si je puis dire. Donc ces gens-là ont historiquement, là évidemment, l'historicité du personnage est toujours difficile, là, mais historiquement, ces gens-là ont un statut dans l'histoire. Oui. Mais de croire que ces gens-là se sont assis au bout d'une table avec une plume puis du papier puis qu'ils ont écrit les évangiles, les 4 évangiles que tu as chez toi qui constituent ce qu'on appelle les évangiles canoniques, la Bible canonique, là, ça, c'est une fausse vision de l'histoire. Ça s'est pas passé comme ça. Pourtant, c'est ce qu'on nous avait vendu à l'école, cher Christian. Oui, je sais. Deuxième... on a plein de peintres, il existe énormément de peintures, parce que le religieux a été une courroie de transmission extraordinaire pour l'art, tant pour la peinture que pour la poésie, que pour la musique. Des grandes œuvres ont été écrites, des requiem ou des œuvres de Mozart, par exemple, qui sont inspirées de thématiques religieuses. Là. Donc, le religieux a été une source d'inspiration fabuleuse. Et il existe à la Renaissance, on a énormément de peintures qui décrivent des scènes religieuses. Et parmi elles, il y en a plusieurs où on voit justement les apôtres. J'en ai une en tête, je ne me rappelle pas du peintre, mais on voit les 4 apôtres assis en train d'écrire et à leurs pieds. Souvent, les apôtres étaient représentés par des animaux. Qu'on appelait les tétramorphes, là, c'est-à-dire t'as un bœuf, t'as un lion, t'as un aigle et t'as un homme. Là. Donc, souvent aussi, c'était des animaux à 4 faces. Là. Ils sont décrits également dans l'Ancien Testament. Leur origine est assez nébuleuse, ce tétramorphe. Mais bon, donc le bœuf, le lion, l'aigle et l'homme. Et souvent, lorsqu'on représentait les apôtres, il y avait autour d'eux ces animaux, ce personnage. Et j'ai une peinture en tête là, qui date de la Renaissance où on voit les 4 apôtres écrire et à leurs pieds se trouvent ces animaux là, auxquels ils sont associés. Très intéressant. Comme deuxième sujet, tu veux nous parler c'est la fin du suspense du projet baptisé Scan Pyramids. Ouais. En fait, la fin du suspense pour ce qui est du tombeau de Toutankhamon. On en a déjà parlé en ondes. Il y a quelques années maintenant, là, ça doit faire 3 ans, qu'une équipe de scientifiques multidisciplinaires qui regroupe des chercheurs à la fois. Je sais qu'il y a des Canadiens qui font partie de l'équipe, des Américains, bien sûr. Il y a des Français. Ce projet de Scan Pyramide a débuté il y a quelques années, là, comme je l'ai mentionné, 3 ou 4 ans. Et l'idée était de passer, de radiographier, littéralement, donc de passer au rayon X, certains grands monuments de l'Égypte antique. Et dans l'espoir, bien sûr, de découvrir des cavités ou des passages là, qui, jusqu'à maintenant, avaient échappé aux archéologues.
Et on l'a fait pour la grande pyramide de Khéops, qu'on appelle aussi pyramide de Khufu. Et on a découvert d'ailleurs que juste au-dessus de la grande galerie, parce que l'image qu'on se fait quand on parle des pyramides, les gens ont souvent une vision très Astérix. Hein? Dans Astérix, les pyramides, on se rappelle le dessin animé et la bande dessinée Astérix et Cléopâtre, où Astérix est coincé à l'intérieur d'une pyramide et la pyramide est une espèce de dédale, un labyrinthe sans fin. En réalité, les pyramides sont beaucoup plus sobres que ça, et en particulier la grande pyramide. C'est composé de 2 galeries, là, une qui descend au sous-sol, entre guillemets, qui amène à la chambre de la reine, et une qui monte au cœur de la pyramide où se trouve la chambre du roi. Donc c'est très, très sobre. Et on a découvert, donc, au-dessus de cette grande galerie qui mène à la chambre du roi, le projet de Scan Pyramide a découvert qu'il y avait un très grand espace vide au-dessus de ce corridor-là. Un espace auquel on n'a jamais eu accès. Donc, une espèce de chambre secrète. On ne sait pas ce qu'elle contient. Il y a toutes sortes d'hypothèses. Certains soutiennent que cet espace vide aurait pu être pensé par les architectes pour diminuer le poids de la pierre sur la grande galerie, mais c'est très controversé comme hypothèse. Tu te souviens de l'idée que je t'avais soumise, Christian, par rapport à ce fameux projet-là, à savoir qu'est-ce qui se passait exactement dans cet espace-là qui était vide? Non? Je t'ai dit creuser un trou pour envoyer quelqu'un là-dedans. Et tu m'avais dit que j'allais déclencher la 3e guerre mondiale. Oui, effectivement, parce que, évidemment, là, faut se rappeler que la grande pyramide ou les pyramides du plateau de Gizeh constituent la dernière grande merveille du monde qui sont encore en place. On avait les 7 merveilles du monde. Et parmi les 7 merveilles du monde, ben évidemment, il y avait, je dis évidemment, comme si tout le monde le savait, là, les jardins suspendus de Babylone, le colosse de Rhodes, la statue de Zeus, et les pyramides faisaient partie de ces grandes merveilles du monde antique. Il ne reste que les pyramides. Et tu comprends que c'est aussi un apport important à l'industrie touristique en Égypte. Hein. Les milliers de voyageurs vont en Égypte pour voir les pyramides. Donc, on essaie de conserver ce patrimoine mondial. Il n'y a pas question que parce qu'on a découvert un espace vide au-dessus de la grande galerie, qu'on arrive avec une drille puis qu'on commence à faire des trous. Ça marchera pas. Alors que justement, puisque tu le mentionnes, il y a quelques semaines, il y a une équipe de chercheurs français qui ont proposé comme idée, et ça c'est assez ingénieux, de percer un tout petit trou à travers la pierre et on pourrait introduire une espèce de tuyau tout petit, là, à peine pour se donner une image, là, imaginons un manche à balai, là, à peine plus grand qu'un manche à balai, donc on fait un trou, on entre ce tuyau, et une fois de l'autre côté, lorsque le bout du tuyau arrive dans l'espace vide, il pourrait s'ouvrir, et à l'intérieur, il y aurait une petite caméra attachée à une enveloppe qui se gonflerait, et tout ça décollerait littéralement au-dessus du sol. Donc, ça ferait une espèce de drone. Et de l'autre côté, les gens pourraient le contrôler et le drone pourrait filmer à l'intérieur de l'espace vide. Une fois qu'il aurait tourné ses images, il retournerait à son point de départ, donc à l'embout de ce tuyau, entrerait dans son espèce de cavité et par un phénomène de succion, on pomperait l'air du petit dirigeable, du petit ballon qui se dégonflerait et tout ça pourrait être retiré sans problème, sans laisser quoi que ce soit de l'autre côté de la pièce. Et là, à partir des images, et on aurait fait, là, c'est vraiment pas destructif, c'est à peine un petit trou que l'on a percé à travers la paroi, mais à partir des images colligées à ce moment-là, ben, on pourrait déterminer, là, ce sera au département des antiquités égyptiennes, sur la foi de ce que montreront ces images, de décider ou non si on doit procéder à des fouilles plus approfondies. Donc, ça, c'est pour la grande pyramide. Ben, dans cette même foulée des pyramides, on avait passé à cette radiographie le tombeau de Toutankhamon, donc découvert en 1922. Il faut quand même le replacer dans le contexte parce que tu vas comprendre un peu la déception. Hein? Toutankhamon est un tout petit pharaon peu important dans l'histoire de l'Égypte antique. Hein. Il est décédé en très bas âge, il avait entre 17 et 19 ans, et puis, il n'a pas fait grand-chose dans l'histoire de l'Égypte, ça n'a pas été un grand monarque. Mais son tombeau a été découvert en 1922, et c'est le premier tombeau qui n'était pas pillé, qu'on a donc trouvé à peu près intact. Et lorsque les archéologues, Lord Carnarvon et Howard Carter, ont trouvé le tombeau en 1922, ben évidemment, c'était rempli de richesses. Hein. Dès qu'on mentionne le nom de Toutankhamon, on a déjà des images dans notre tête de sarcophages en or, de masques
en or, de bijoux, de trônes en or. Le trésor de Toutankhamon est un trésor absolument fabuleux. Et là, on parle pourtant d'un pharaon là, de deuxième zone, là, littéralement un inconnu là, au bataillon, là, un tout petit pharaon sans importance. Et là, on avait donc passé le tombeau de Toutankhamon à cette espèce de radiographie du projet Scan Pyramide. Et il y a 2 ans, la façon dont les scans présentaient la chose, on avait l'impression qu'il y avait une diffusion de la chaleur à l'intérieur du tombeau qui était anormale. Alors on s'est mis à fantasmer. D'où vient cet aspect anormal de la diffusion de la température d'un des murs du tombeau, du sépulcre? Alors on s'est dit, peut-être qu'il y aurait une pièce derrière, une pièce qu'on n'a pas encore trouvée. Et là, évidemment, c'est enivrant parce que Toutankhamon, si lui était un petit pharaon, son père était Akhenaton et on suppose que sa mère était peut-être Néfertiti. La célèbre. Néfertiti, dès qu'on pense à reine d'Égypte, on pense Cléopâtre et Néfertiti, l'une des plus grandes souveraines de l'histoire de l'Égypte antique, même si cette affiliation entre Toutankhamon et Néfertiti, là, que ce soit sa mère, soit très incertain, parce qu'à l'époque, je sais que ça peut choquer quelques auditeurs, mais à l'époque, l'inceste était de mise en fait, c'était une consanguinité dans les familles royales. Donc, les sœurs d'Akhenaton, par exemple, ont épousé leur père. Akhenaton a épousé ses propres sœurs, a eu des enfants avec ses propres sœurs. C'était la norme à cette époque. Et on croit que Toutankhamon aurait plus de chances d'avoir été le fils de la sœur de son père que de Néfertiti. Mais quand même, Néfertiti était une cousine de Akhenaton, donc on se dit peut-être qu'il y a eu un lien, puis peut-être que Toutankhamon pourrait être le fils de Néfertiti. C'est tout le moins une théorie qui se tient et qui est partagée par certains archéologues. Et ce qu'il y avait de curieux dans le tombeau de Toutankhamon, c'est que c'est un petit tombeau qui semble avoir été fait à la va-vite. Alors, quand on a découvert cette répartition de la chaleur qui était anormale, on s'est dit, est-ce qu'il y aurait une chambre derrière? Et s'il y a une chambre derrière, pourquoi pas un autre tombeau? Et pourquoi pas le tombeau de Néfertiti? Un tombeau qu'on n'a jamais trouvé. Donc, on s'est mis à spéculer depuis 2 ou 3 ans maintenant. On imaginait que le tombeau de Toutankhamon avait peut-être été aménagé dans une espèce d'antichambre à l'entrée du tombeau de Néfertiti. Si le tombeau de Toutankhamon n'avait pas été pillé, évidemment, on peut supposer que s'il y avait un tombeau derrière, lui aussi était intact. Mais voilà que tous ces grands espoirs et tous ces rêves de découvertes fabuleuses viennent de s'écrouler cette semaine parce qu'il y a une équipe d'archéologues de Turin en Italie. C'est la 3e équipe qui se rend au tombeau de Toutankhamon pour passer un peu l'intérieur du tombeau à cette idée de radiographie. Et là, ils sont arrivés avec une conclusion irréfutable. Le tombeau ne contient pas de pièces secrètes. Le tombeau, et ce que l'on voit, c'est le tombeau. Il n'y a rien de plus. Les relevés précédents étaient simplement dus à des anomalies, soit dans la pierre, soit dans l'air ambiant, un mauvais calibrage des appareils. Mais cette fois, le verdict est tombé. Il n'y a pas de pièces secrètes derrière le tombeau de Toutankhamon. Non seulement pas de pièces secrètes, mais encore moins de tombeaux gigantesques, fabuleux, comme celui de Néfertiti, comme on imaginait. La déception devait être au rendez-vous comme pas possible. Écoute, moi-même, je suis pas un spécialiste de l'Égypte antique, là, mais bon, c'est un sujet qui m'a toujours intéressé. Et quand j'ai lu cette nouvelle-là, j'ai été un peu déçu. Je fantasmais, moi aussi, sur l'idée de ce tombeau fabuleux de la reine Néfertiti. OK. Prochain sujet, Christian, je regarde l'heure, on a le temps encore un peu. On aurait identifié formellement le fameux bateau du célèbre Barbe Noire. Ben oui, les histoires de pirates, oui. On aime bien ça. Dans le cas présent, écoute, c'est une nouvelle qui à la fois tombe à point, et en particulier pour la saison estivale, on le comprend pour les gens de la Caroline du Nord, mais en même temps, c'est une découverte. En fait, c'est un aveu qui finalement ne fait pas sourciller beaucoup d'historiens, parce que il faut savoir que, parlons un peu de ce Barbe Noire. C'est un type qui s'appelait Edward Teck, qu'on avait surnommé Barbe Noire.
il y a eu une carrière assez courte de pirate, entre 1716 et 1718. Il a écumé littéralement les mers des Caraïbes. Il portait une longue barbe qui lui descendait au milieu du ventre. Les visages étaient couverts de barbe aussi. Et quand il s'attaquait quand il arraisonnait d'autres navires, il mettait comme des mèches de canon dans ses cheveux pour donner une allure terrifiante. Donc, c'était un personnage plus grand que nature et évidemment, on l'a beaucoup diabolisé. L'histoire est souvent écrite par les vainqueurs et comme ce Barbe Noire a fini finalement en 1718, il a été tué lors d'une bataille et sa tête a fini au bout d'un mât pour servir d'exemple à ceux qui auraient été tentés par la piraterie. Évidemment, on l'a diabolisé le personnage. Mais c'est vrai que c'était un homme craint. Et c'est vrai que durant cette carrière d'à peine 2 ans, il a écumé de très nombreux navires. Et parmi les navires qu'il a écumés, il y en avait un, entre autres, dont il s'est emparé du navire, le Concorde, un navire français, et il l'a renommé le Queen Anne's Revenge. Et ce nom-là était terrifiant. Quand les gens voyaient apparaître au loin la silhouette du Queen Anne's Revenge, ils savaient qu'ils auraient combat à livrer. C'était un bateau qui était solidement armé, un navire de 300 tonneaux, 40 canons. Écoute, c'était une véritable forteresse sur mer. Et ce navire-là, donc, en 1718, Tech ou Barbe Noire, il a échoué en Caroline du Nord, sur des hauts fonds. Il essayait de le ramener en mer, mais le navire était trop endommagé et il a dû l'abandonner. Donc, ça, c'était pour l'histoire. En 1995, des plongeurs qui faisaient de l'exploration au large de la Caroline du Nord ont trouvé une épave sur le fond de la mer. Et cette épave, tant par ses dimensions, par son armature, par la présence de ses canons, et aussi par l'histoire, parce qu'on savait que le navire de Barbe Noire avait coulé dans les hauts fonds au large de la Caroline du Nord, tout semblait indiquer que ce navire, trouvé en 1995, était bel et bien le Queen Anne's Revenge. Et donc, on a ramené, à partir du début des années 2000, on a fait des fouilles plus soutenues. On a remonté à la surface des canons, toutes sortes d'éléments qu'on a trouvés à bord. Et maintenant, des historiens, la semaine dernière, sont arrivés, parce que depuis 1995, on présentait cette découverte. On avait des musées, on avait ramené des objets, et on présentait dans ces musées les objets de cette épave non identifiée, mais qu'on aimait bien présenter comme étant peut-être l'épave du navire de Barbe Noire. Et là, maintenant, les historiens ont confirmé il y a quelques jours que l'épave en question est bel et bien celle du Queen's Anne Revenge, donc le navire de Barbe Noire. Donc maintenant, ce n'est plus un mythe, ce n'est plus une simple spéculation, c'est un fait historique. Donc évidemment, les gens de la Caroline du Nord qui exploitent un peu la légende de Barbe Noire, qui ont dans leur musée des objets qui ont été ramenés de cette épave, sont tout à fait, évidemment, jubilent. Et j'imagine que les gens qui se déplaceront dans cette région cet été entendront beaucoup parler de Barbe Noire. Au-delà de simplement le fait qu'on l'ait récupéré dans de très nombreux films, qu'on pense à L'île au trésor, l'adaptation du roman de Stevenson, ou encore dans Pirates des Caraïbes, oui, où on évoque le Queen's Anne's Revenge et Barbe Noire. Très, écoute, les trucs de pirates, on t'a parlé de Pirates des Caraïbes, mais je suis allé voir justement ce fameux Barbe Noire, puis je suis tombé sur une affiche où on le recherchait de 1900, tu me dis 1718, c'est ça? Ouais, c'est ça, 1716 à 1718. Donc pendant 2 ans, là, il s'est adonné à cette piraterie. Là. Et à ceux qui le trouvent, on leur a donné 10 livres. Sa tête était mise à prix pour 10 livres. Oui, sa tête était mise à prix pour 10 livres. OK, Camille, j'ai une question à te poser parce que Christian a déjà répondu à cette question-là. Puis moi, j'ai répondu à cette question-là. Raphaël avait répondu à cette question-là. Laurence avait répondu à cette question-là. Si t'avais la chance de prendre une pilule qui te permettait de rester jeune toute ta vie, t'apprends-tu? Moi, oui. Oui? Oui. Christian aussi, de mémoire, t'avais dit oui. Moi, j'avais dit non. Exact. Ah, moi, à un moment donné, là, faut crever puis partir. Là. À un moment donné, c'est assez. Donc, on aurait trouvé la solution pour, peut-être, possible, pour vaincre le cancer et la vieillesse.
Oui, et ça, c'est tout à fait extraordinaire. Ça vient d'être publié dans le journal Nature. C'est une étude qui a été menée, qui est quand même échelonnée sur 20 ans, qui a été menée par des chercheurs de l'Université de la Californie à Berkeley. Et ces gens-là croient peut-être avoir trouvé le système, le mécanisme qui fait que l'on vieillit. En fait, il faut savoir que dans la chaîne de l'ADN, on a donc nos chromosomes, et dans les chromosomes, l'embout de ces chromosomes, en fait, un peu, je t'utilise la même analogie qu'on a utilisée dans l'article scientifique, on décrit un peu comme cette corde d'ADN avec au bout un enzyme qui s'appelle le télomérase, et ce télomérase agit un peu comme sur un cordon sur les cordons de tes chaussures, tu as un petit embout de plastique là, au bout du cordon. Et cet embout de plastique empêche le cordon de s'effilocher. Et cette enzyme dont je te parle, le télomérase, empêcherait notre cordon de notre ADN lorsque les cellules se multiplient puis se reforment, empêcherait ce cordon de l'ADN de se défaire, de s'effilocher. Malheureusement, au fur et à mesure où les cellules se reproduisent, cet embout de plastique s'use. Et comme il s'use, là je dis embout de plastique, mais on comprend que c'est un embout d'un enzyme, et cet enzyme s'use, se reproduit moins bien, et c'est comme ça que l'on vieillit. Si on pouvait empêcher cette enzyme de se dégrader au fur et à mesure où les cellules se reproduisent, on ne vieillirait pas. Non seulement on ne vieillirait pas, mais tiens-toi bien, on a mené une étude, on a pris des cellules de gens qui étaient âgés de plus de 90 ans. On les a soumis à un traitement pour régénérer le télomérase, donc régénérer cette enzyme. Ouais. Et après le traitement, on était incapable de distinguer les cellules des gens âgés de 90 ans versus des cellules d'un nouveau-né. Wow! Hey. C'est absolument aberrant. Et si on pouvait empêcher, on ne sait pas encore comment, on a comme trouvé le mécanisme, mais si on pouvait empêcher cette enzyme-là de se dégrader au fur et à mesure où nos cellules se reproduisent, donc que l'on vieillit, on stopperait le mécanisme de vieillissement. Combien de temps pourrions-nous vivre? 100 ans? 500 ans? 1000 ans? Si on ne vieillit plus. Tu comprends? Donc, c'est fabuleux, là. On commence à trouver ce mécanisme-là. Et non seulement ce mécanisme-là nous empêcherait de vieillir, mais on le sait, la vieillesse, le fait de vieillir, est associé à un plus haut risque de développer des maladies liées à l'âge. On pense par exemple à des cancers, la maladie d'Alzheimer, donc des maladies comme ça qui sont souvent associées, ou en tout cas qui nous rendent plus à risque au fur et à mesure où on vieillit. Donc si on pouvait stopper le mécanisme de vieillissement, donc stopper la dégradation de cette enzyme, le télomérase, non seulement on resterait jeune, mais en même temps, on deviendrait, ce serait un peu comme une immunité contre l'apparition, à tout le moins ça nous rendrait moins propice à l'apparition de maladies qui sont souvent associées avec le vieillissement. Et si on reste jeune, on continue de faire l'amour, on continue de pouvoir se reproduire, et dans quelques années, il va y avoir une surpopulation mondiale et tout le monde va crever. Pareil. Ouh, tu t'es pessimiste. J'étais un gars de même. C'est des façons de briser notre rêve, de péter notre bulle. Eh oui, mais imagine-toi, on a de la misère à nourrir tout le monde sur la Terre. Imagine-toi si on découvre la pilule qui va nous permettre de vivre jusqu'à la fin des temps. Moi, bref, à 100 ans, là, lorsque j'aurai de la misère à marcher, laissez-moi partir. Merci, mon temps y est fait. Et voilà, tu l'as mentionné, à 100 ans, quand tu auras de la misère à marcher, mais si ce projet-là, si on arrivait à trouver les mécanismes ou comment les freiner chez les êtres vivants, pas simplement en laboratoire, est-ce que tu réagirais autrement si tu savais que tu pourrais rester immortel, ou à tout le moins vivre, mettons, 500 ans, mais en stoppant ton vieillissement à 30 ans? Moi, je me connais, là, je me tanne de tout, là. Tu sais, un moment donné, le tour est fait, là. Tu sais, quand t'as été à Old Orchard, là, 10 fois, là, tu dis, OK, c'est fini, Old Orchard, là. Hein? Regarde, tu sais, moi, là, je me suis jamais tanné de faire l'amour. M'étonne pas de ça, moi. C'est un bon point. J'avais oublié celle-là. Il y a Catherine qui nous écoute en direct de Fermont, Christian, juste en terminant, là. Elle te demande, pour ce qui est du lab secret, où est-ce que t'en es rendu? Pour le lab secret, écoute, c'est avec mon ami Éric Nolin, qui est une des voix bien connues de la radio là, au Québec. Oui. Et avec Éric Nolin, donc, ce sont des espèces de petites capsules vidéo que l'on fait sur le web.
et où on jase, puis on parle de phénomènes étranges. Et là, on vient tout juste d'en tourner une. C'était dimanche dernier, donc on a tourné lundi dernier, on a tourné l'un de ces labs secrets qui sera disponible d'ici quelques jours sur le web. Donc simplement aller sur ma page Facebook, tout ça, et puis les gens vont voir la publication de ce lab secret. Donc un nouveau lab secret avec Éric Nonin. Christian, un gros merci. Ça m'a fait plaisir. Bonne soirée à tous. Bye bye, c'était Christian Page qui va être avec nous vendredi pendant 1h30. Et le lendemain, c'est-à-dire le 26 mai à 19h30, il va donner sa conférence à Québec. Ça s'appelle Les grandes énigmes de l'histoire. Pour ceux qui ont vu la première partie, là, ça, c'est la deuxième partie. C'est important de vous mentionner que pour ce qui est de la deuxième partie, si vous n'avez pas vu la première partie, c'est pas grave. Vous allez être capable de suivre quand même. Donc, c'est à l'Université Laval. Pour plus de détails, christianpage.ca.